Voilà. Ah, apparemment, ça fonctionne. On se laisse encore une petite minute pour les retardataires éventuels. Leur donner un petit peu de temps. Ok, vous pouvez y aller. Merci Greg. Voilà, donc bienvenue à cette nouvelle conférence organisée par Attaque Bruxelles. Aujourd'hui, notre thème, ça va être sur, on va se demander si la société numérique est une chance pour l'environnement. Donc, je vous présente tout de suite notre invité de ce soir, c'est Cécile Bulle, qui travaille à Montréal à l'Université du Québec à Montréal, c'est ça? Ouais. C'est bien ça. où elle est chercheuse, elle va nous expliquer un petit peu plus ce qu'elle fait dans son département. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a invité Cécile? C'est parce que quand on a commencé à réfléchir à l'année écoulée et tous les changements incroyables qui se sont passés dans nos façons de travailler, nos façons de militer, cette conférence en est un exemple là, nos façons de faire des achats, nos façons de faire du sport, de se retrouver, d'être en société, on s'est dit que principalement c'était un grand bond en avant de la société du numérique, un peu du tout au numérique. Et quand on a essayé de se demander, OK, quel est l'impact écologique de tout ça, on s'est vite aperçu qu'on n'a pas l'habitude de manipuler ces outils, on ne sait pas trop ce qui existe. Et donc, Cécile, toi, c'est exactement ton domaine de recherche, de compétences. Voilà, donc tu vas nous parler des outils qu'on a, des méthodes pour estimer, chiffrer tout ça. C'est-à-dire quand on fait différents choix industriels, techniques, technologiques, sociétaux. On a décidé, une fois n'est pas coutume, de ne pas faire un web séminaire cette fois-ci, mais de plutôt faire une simple réunion, où il n'y a pas d'un côté le présentateur qui parle tout seul, et puis d'un autre côté, on attendrait la fin de la réunion pour poser ces questions. Mais on fait vraiment une vraie réunion où on invite tout le monde à participer au maximum. Cécile est prof aussi, donc elle aime bien manipuler un peu sa classe comme ça, poser des questions elle-même. Et s'il y a des personnes qui nous suivent sur Facebook, alors je vous invite à venir aussi. Vous allez dans l'invitation, vous trouviez le lien pour vous connecter par Zoom. C'est mieux parce que vous pourrez avoir plus d'interaction, vous pouvez poser vos questions en direct, etc. Donc, Zoom plutôt que Facebook si vous pouvez. Donc, comment ça va fonctionner? Voilà, je vais laisser la parole à Cécile et on va voir en fonction de comment ça se passe, des interactions qu'on peut avoir, combien de temps ça dure, est-ce qu'on laisse un petit peu de temps à la fin pour plus de la discussion, ou si la discussion est intégrée dans ta présentation, Cécile. Tu m'as dit que tu étais super flexible, alors on va en profiter. Voilà. Déjà, merci à toi, puis merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. Merci beaucoup, Alex. Merci à tous de m'accueillir. Je suis très, très heureuse d'être là à discuter avec vous. La question est super intéressante, super pertinente. Merci, Alexandre, pour l'invitation. Et puis oui, comme l'a dit Alex, n'hésitez surtout pas à interagir, à poser vos questions au fur et à mesure si vous avez des questions. Moi, j'aime bien quand c'est un dialogue plutôt qu'une conférence. Donc, sentez-vous libre à n'importe quel moment d'intervenir, de poser des questions, que ce soit par la boîte de dialogue, que ce soit en levant la main pour demander la parole. Je vais partager tout de suite mon écran et puis on va rentrer dans le vif du sujet.
Peut-être, attends, Cécile, je peux rajouter. N'hésitez pas aussi, les participants, voilà, allumer. Je vois qu'il y en a qui commencent aussi à allumer votre caméra. Comme ça, on voit qui parle. Si vous en avez envie, c'est chouette. Merci. Oui, super, formidable. Merci, Alex. Donc, je vais partager mon écran. Et donc, à la lumière de la question que m'a posée Alexandre, donc, je vais vous parler des outils technologiques, donc du numérique, sous la lorgnette de l'analyse du cycle de vie. Donc, Alex l'a dit, moi, je suis professeur à l'UQAM et je suis aussi dans un groupe de recherche qui s'appelle le CIREG, vous avez le petit logo ici en haut, qui est un centre d'expertise justement en analyse du cycle de vie, qui est un outil qui permet d'aller regarder les impacts environnementaux, les impacts sociaux des produits, des procédés, des services. Donc, le genre d'outil qui permet d'aller regarder les enjeux environnementaux. Et donc, on se pose la question, est-ce que ce sont des solutions miracles ou de nouveaux problèmes, ces outils du numérique? Alors, pour commencer, je vais commencer par vous faire travailler vous. On va aller regarder d'abord qu'est-ce que c'est que l'analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, le petit nom ACV, donc ACV, ce n'est pas pour les accidents cardiovasculaires, mais c'est analyse du cycle de vie. Donc l'ABC de l'analyse du cycle de vie. Et je vais vous demander, d'après vous, c'est quoi un produit écologique? C'est quoi un produit durable? Si j'essaye, là j'ai un petit dessin que m'a fait mon fils Yann pour illustrer mes cours, mais ma petite ampoule qui a l'air joyeuse et qui a l'air durable, à votre avis, quelles sont ses caractéristiques? Qu'est-ce qui fait qu'un produit, qu'une ampoule par exemple, pourrait être considéré comme un produit écologique, comme un produit environnemental, comme un produit vert? N'hésitez pas, vous pouvez marquer n'importe quoi dans la conversation, bien vous pouvez parler, ouvrir votre micro et parler si vous le souhaitez. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette jolie ampoule souriante qui font qu'elle a moins d'impact environnemental? Si vous deviez choisir une ampoule plus durable. Oh, je regarderai déjà sa consommation, je pense. Sa consommation d'énergie, c'est un très bon point. Donc, elle consomme moins d'énergie. Est-ce que d'autres personnes ont d'autres production soit anti-écologique, je dirais. Il faut que la production aussi soit écologique, qu'elle ne pille pas les ressources du sol, qu'elle ne perturbe pas les personnes qui vivent à l'endroit où on a besoin d'exploiter le sol pour avoir les éléments de la lampe, etc. Oui, oui, il très faut bien. aussi on commence à voir se dessiner ici. Oui, allez-y. Qu'on puisse évacuer, qu'on puisse après ça l'évacuer d'une manière ou d'une autre quand elle a fini sa vie sans perturber aussi l'écologie. Oui, très bien, mais exactement. C'est d'excellents points. Je vois qu'il y a un petit commentaire, je vais aller voir les commentaires aussi. Que tous les éléments de la lampe soient récupérables, qu'on puisse les réutiliser, qu'elles puissent être recyclées. Donc, ce sont d'excellentes réponses. Effectivement, il y a plein de caractéristiques, et puis des caractéristiques qui peuvent être selon le cycle de vie, donc comme l'a dit Françoise, avec l'extraction des matières premières, et puis les enjeux éventuellement sociaux même qu'on va avoir au niveau de l'extraction, avec la façon dont on va gérer ça en fin de vie, avec les impacts pendant l'utilisation de la consommation d'énergie. Donc, on aurait pu penser à plein de choses, comme le fait d'avoir peu d'émissions, le fait d'avoir un produit qui soit recyclable, qui soit efficace énergétiquement. Vous avez d'excellentes réponses, mais moi, je suis un petit peu provocatrice et je dis qu'un produit durable, ça n'existe pas. Un produit a toujours un impact environnemental et peu importe la manière dont je la fabrique, mon ampoule, je vais affecter quelque chose, je vais avoir un impact. Je vais utiliser des ressources, je vais avoir des émissions quelque part, que ce soit en fin de vie, que ce soit pendant la phase d'utilisation. Par contre, je peux essayer d'avoir un produit qui va être plus durable que. Je vais essayer d'avoir la façon la plus durable de rendre un service donné. Mais forcément, je vais avoir un impact environnemental quand je vais essayer de produire une ampoule et de l'utiliser. Maintenant, il y a des manières qui vont permettre de réduire les impacts environnementaux. Mais pour être capable de quantifier et de dire qu'est-ce qui est plus durable, ça implique d'être capable de mesurer la durabilité. Donc ça, c'est un petit peu la question suivante. Comment est-ce que je vais faire pour mesurer, pour quantifier plus durable que? Et plus durable, c'est dans le sens de la durabilité du développement durable, donc dans le sens de tenter de protéger à la fois la société, les écosystèmes. Donc, comment est-ce que je vais être capable de mesurer quelque chose qui va avoir moins d'impact sur la société et sur l'environnement? C'est tout un défi. C'est certain que c'est pas forcément quelque chose de très évident. Et puis, c'est certain que quand on parle de mesurer la durabilité, on peut se poser la question aussi de mesurer la durabilité sur l'ensemble d'un cycle de vie.
Donc, comme on a dit tout à l'heure, il faut tenir compte de l'extraction des ressources, il faut tenir compte des déchets en fin de vie. Ah, un petit commentaire. Comme pour les piles, oui, c'est ça, effectivement, comme les piles rechargeables que l'on peut comparer à celles qu'on va jeter, effectivement. Mais comment est-ce qu'on va quantifier le plus durable que? On va tenir compte de l'ensemble du cycle de vie, puis aller regarder pour une quantité de services rendus, par exemple, m'éclairer pendant un certain temps, mais quelle est la quantité de ressources que j'ai dû extraire et dans quelles conditions? Quelles sont les émissions qui ont eu lieu à cette étape-là? Comment est-ce que ça a été fabriqué? Est-ce qu'il y a eu des enjeux sociaux, environnementaux, des émissions de substances qui vont être toxiques, des conditions de travail qui vont être indécentes à cette étape-là du cycle de vie? Comment est-ce ça va être transporté? Comment est-ce que ça va être utilisé? Quel type d'énergie va être utilisé pour la faire fonctionner? Et comment est-ce qu'on va en disposer en fin de vie? Est-ce qu'il y aura des émissions de mercure, des émissions de l'utilisation d'espace dans des sites d'enfouissement et ainsi de suite? Et quelles sont les conséquences de ces différentes actions humaines sur l'écosystème et sur les autres humains? Donc, c'est ce que l'on fait quand on fait de l'analyse du cycle de vie. Donc, le principe de l'analyse du cycle de vie, c'est un outil méthodologique qui permet justement de quantifier les impacts environnementaux et sociaux potentiels. Alors, c'est très important le potentiel. On n'a pas la possibilité de mesurer avec les données que l'on a le cycle de vie complet de nos produits, mais on a des bases de données qui représentent les pratiques normales dans différents pays, dans différentes régions pour fabriquer les objets. Et on a des émissions associées à ces différents procédés, on a des conditions de travail, des conditions de production associées à ces différents procédés, et on va aller regarder quels sont les enjeux tout le long du cycle de vie d'un produit associés à la production, à l'utilisation, à la fin de vie, et ainsi de suite. Et c'est un outil qui est un outil scientifique qui est encadré par une série de normes ISO qui donnent les bonnes pratiques par rapport à la façon de faire ces mesures-là. Et il y a des regroupements scientifiques, encadrés notamment par les Nations Unies pour l'environnement et ainsi de suite, qui cherchent à travailler sur cet outil-là pour développer les meilleures pratiques. Pourquoi c'est important d'avoir cette perspective cycle de vie et d'aller regarder depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie? Si on vient à notre problème d'aujourd'hui, donc Alexandre m'a demandé, le numérique, est-ce que c'est un enjeu ou une solution? Pensons à l'exemple du télétravail. Si je vais télétravailler, je vais effectivement avoir besoin d'utiliser peut-être plus de données, d'utiliser mon ordinateur davantage, d'utiliser peut-être un peu plus de chauffage à la maison. Mais en contrepartie, je vais me passer de ma voiture. Comment est-ce que je vais être capable de mettre les choses en perspective? Et est-ce que c'est vrai que parce que je télétravaille, je suis passée dans un mode virtuel, est-ce que c'est vrai que je n'ai pas d'émissions? Ma voiture a un pot d'échappement, elle a des émissions. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce que mon ordinateur n'a pas d'émissions? Sûrement pas, parce que rien que de stocker sur le cloud, ça coûte déjà beaucoup d'énergie. Exactement. Donc, effectivement, je n'ai pas d'émissions à la maison, mais j'ai peut-être des émissions ailleurs. Peut-être que les données qu'on est en train d'échanger aujourd'hui pour cette téléconférence, je ne sais pas par où elles circulent, peut-être qu'elles sont en Chine, peut-être que c'est une centrale au charbon qui est en train d'alimenter le centre de données qui permet de communiquer, qui permet d'avoir les échanges que l'on a aujourd'hui. Commentaire. Oui, donc c'est vrai qu'il y a des émissions ailleurs. Et si je prends justement l'analyse du cycle de vie en bref, je vais aller regarder, par exemple, pour l'utilisation de mon ordinateur, qu'est-ce que j'ai eu comme étape du cycle de vie? Il a fallu que je le fabrique, mon ordinateur, par ailleurs. J'ai dû extraire des ressources. On parle des batteries dans tous nos appareils électroniques. C'est un enjeu majeur par rapport à l'épuisement de certaines ressources. Donc, tout ce volet numérique et puis même tout ce qui est énergie renouvelable, vers quoi on s'en va, en termes d'extraction des ressources, on peut se poser la question du stockage, notamment de l'énergie, qui est un enjeu important, qui implique des batteries avec du lithium, du cobalt et ainsi de suite, qui sont des ressources qui sont finies. Donc, comment est-ce qu'on va gérer ces ressources-là pour s'assurer de ne pas utiliser les ressources au-delà des stocks que l'on a, des limites de la planète? On a par ailleurs d'autres enjeux, d'autres limites à ne pas dépasser, qui sont des limites du changement climatique dont on parle beaucoup. Mais donc, on a utilisé des ressources. Maintenant, ces ressources, on les a utilisées pour fabriquer un ordinateur. Cet ordinateur, on va l'utiliser, on va utiliser des centres de données et ainsi de suite, et tout ça va avoir une fin de vie. Et on va aller regarder à chacune de ces étapes quelles sont les émissions, quelles sont les ressources utilisées, ressources en eau, ressources en utilisation des terres, extraction du pétrole, minerais, et ainsi de suite. Et on va aller faire ce qu'on appelle un inventaire du cycle de vie. Donc, aller dire, pour un service donné, par exemple, utiliser mon ordinateur pendant 1 an,
quelle est la quantité de toutes ces ressources et de toutes ces émissions associées à ce service-là. Puis après, on va aller regarder à quel point ces émissions sont graves. Donc, on va aller multiplier ça par des facteurs qui vont nous dire, on connaît pas mal l'empreinte carbone, donc des facteurs de caractérisation comme ceux que l'on utilise pour l'empreinte carbone, qui vont nous dire à quel point chaque émission, par exemple le méthane, c'est 36 fois plus grave pour l'effet de serre que le CO2, et on va aller regarder à quel point chacune de ces émissions est grave pour aller regarder des dommages à la fois sur le changement climatique, sur éventuellement la santé humaine, parce que le changement climatique en tant que tel, on veut protéger le climat, mais on veut protéger le climat pourquoi? Parce que, ultimement, si le climat s'emballe, ça va avoir des conséquences sur les humains, sur la santé humaine, ça va avoir des conséquences sur la perte de biodiversité, sur les écosystèmes, et puis on va dépasser certains seuils, certaines limites planétaires que l'on ne veut pas dépasser, et au-delà desquelles, on va avoir des emballements du climat, des emballements de dépassement de seuil qui vont être irréversibles, que l'on ne veut pas dépasser en tant qu'humanité. Donc, on va aller regarder toutes ces conséquences-là associées à chacun de nos produits, de nos procédés, de nos services, pour être capable de comprendre où sont les enjeux importants et comprendre quelles stratégies sont préférables d'un point de vue de l'environnement. Donc, si je reprends mon analyse du cycle de vie du télétravail et que je veux connaître mon bilan environnemental, je vais avoir toute une série de comportements qui vont être influencés par le fait de faire une téléconférence ou de faire du télétravail. Je vais moins me déplacer, mes trajets vont être réduits. Je vais utiliser plus d'outils numériques. Je vais peut-être changer mon comportement en termes de loisirs. Je vais peut-être changer la manière dont je vais chauffer mon bâtiment. Au Québec, ça peut être important. Et puis, quand on va regarder un peu plus en arrière, ça implique quoi? Mes outils numériques, je vais consommer davantage mon ordinateur, de l'énergie, un routeur, des centres de données, des moniteurs, éventuellement une imprimante. Si je regarde de plus près mon ordinateur, ça va impliquer d'aller comprendre les impacts environnementaux de toutes les composantes de mon ordinateur. Et si je regarde par exemple la carte mère, qui est un de mes composantes de mon ordinateur, je vais aller avoir extrait du cuivre, du cobalt, aller utiliser de l'électricité, du gaz naturel, du transport pour être capable de la fabriquer. Et je peux aller regarder tout le cycle de vie de chacun de ces matériaux-là. Donc, vous comprenez que ça devient tentaculaire et que si j'explose chacune de ces boîtes-là, j'ai quelque chose d'assez complexe à aller comprendre et à aller analyser. C'est ce qu'on fait avec notre analyse de cycle de vie, donc avec notre procédure qui permet d'aller regarder justement quel est l'objectif de notre étude, quel est notre inventaire, évaluer les impacts et puis revenir sur la question de départ pour l'interpréter, pour répondre à cette question. Bon, ça c'était les principes de l'analyse de cycle de vie. Les impacts, comment est-ce qu'on les évalue? On va aller regarder des chaînes de cause à effet. Donc, on va aller se dire pour chacune de ces émissions-là, comment est-ce qu'on fait? Par exemple, j'ai l'émission d'une substance. Pendant le cycle de vie de mon ordinateur, j'ai eu du dioxyde de soufre qui a été émis, par exemple, par mon usine qui produit mon ordinateur. Je vais aller regarder comment cette substance se répartit dans l'environnement, comment est-ce qu'elle va se déposer, quelles vont être les contributions en termes de pluie acide, de déposition sèche, et ainsi de suite. Comment est-ce que le sol va être affecté? Donc, quelle était la façon dont le sol était sensible ou non à cette déposition acide? Est-ce qu'il avait un pouvoir tampon? Ceux qui font du jardinage, vous savez que le pH du sol, ça peut être important. Et puis que certaines plantes, si on change le pH, elles vont mourir. Certaines espèces vont être affectées. Donc, on va avoir une disparition d'espèces. Ce qui va migrer dans les lacs aussi va affecter les espèces qui sont dans les lacs et on va avoir une perte de biodiversité à cause de ça. Et tout ça, on est capable de le modéliser. C'est des modèles complexes, ça c'est mon travail à moi. Mais on est capable d'aller utiliser tous ces modèles-là pour bien comprendre quand j'ai émis quelque chose, c'est quoi les conséquences en termes de perte de biodiversité ou c'est quoi les conséquences en termes de dommages sur la santé, d'effets cancérigènes, d'effets respiratoires, des particules fines, de changement climatique qui va affecter… On a des chaînes qui peuvent être très complexes. Le changement climatique qui va affecter l'occurrence des moustiques qui sont des vecteurs de la malaria, ce qui va augmenter l'occurrence de la malaria. On a toutes sortes de chaînes de cause à effet qui aboutissent à des sujets à protéger, des aires de protection qui sont ce que l'on veut protéger de façon intrinsèque, c'est-à-dire la vie humaine et la vie des écosystèmes. Donc, on va aller regarder toutes les conséquences de ces émissions-là sur la vie des humains et la vie des écosystèmes. Donc, on a ces facteurs qui permettent, ces modèles complexes qui permettent de dire pour chacune de nos émissions, à chacune des étapes de notre cycle de vie, à quel point c'est grave et quel est l'impact potentiel de chacune de ces étapes-là. Et c'est intéressant parce que ça permet d'aller voir qu'est-ce qui compte vraiment et d'aller mettre les choses en perspective, pas juste basées sur des intuitions environnementales, mais basées sur de la quantification des conséquences de chacun des éléments.
Donc, juste pour vous dire, on va regarder plein de catégories d'impact différentes, pas juste le changement climatique. On va aller regarder le trou dans la couche d'ozone, les particules fines qui provoquent des dommages graves sur la santé, etc., etc. Et on essaye de regarder tout ça en termes de nos dommages sur nos sujets à protéger, sur la vie des écosystèmes, la vie de la santé humaine. Donc, en résumé, on va aller définir notre étude, inventorier toutes les émissions, regarder tout ce qui rentre et tout ce qui sort, les ressources utilisées, les émissions vers l'environnement, regarder toutes les conséquences de ces émissions et répondre à notre question. Donc, voilà un cours d'analyse de cycle de vie 101, en bref, l'ABC de la CV en quelques minutes. Mais juste pour vous dire, c'est cet outil-là avec lequel je vais vous présenter la suite de la présentation. Maintenant, si on utilise cette lorgnette-là pour aller analyser le numérique et aller voir qu'est-ce qui compte vraiment et est-ce que c'est une solution ou un problème. On va aller regarder, j'ai extrait de la littérature quelques travaux qui vont aller analyser les enjeux des outils numériques. Donc, par exemple, si je prends le cycle de vie d'un ordinateur, à votre avis, tout à l'heure, on a parlé du cycle de vie de l'ampoule en parlant de l'extraction des ressources, et ainsi de suite. Si je regarde le cycle de vie d'un ordinateur, à votre avis, quelles sont les grandes étapes? Comment est-ce que c'est fait un ordinateur? Donc, j'ai mon ordinateur. Il vient d'où? Ouais. Tu avais commencé un petit peu le travail déjà tout à l'heure, en disant quelles sont les différentes Oui, c'est ça. composantes. Mon ordinateur, je dois le faire fonctionner. Donc, moi, je suis au Québec, donc il fonctionne à l'hydroélectricité, j'ai de la chance. Peut-être que le vôtre, il ne fonctionne pas à l'hydroélectricité. Il faudrait que je regarde comment l'électricité est produite en Belgique, mais probablement qu'il y a un autre mix énergétique derrière votre ordinateur. Puis, les données de notre conversation actuellement circulent par différents réseaux, centres de données et ainsi de suite, qui, eux, sont peut-être aux États-Unis ou en Chine avec de l'énergie au charbon ou avec de l'énergie nucléaire, ou on n'en sait trop rien. Parce que c'est très, très difficile et c'est un des défis importants pour comprendre l'impact du numérique, c'est de comprendre où sont stockées les données et avec quelle énergie est-ce qu'elles sont gérées. Avant ça, il a fallu fabriquer mon ordinateur dans des usines où souvent les conditions de travail sont discutables et avec de l'énergie, souvent c'est fabriqué en Chine, avec de l'énergie, pareil, des mix énergétiques au charbon principalement, de plus en plus à l'hydroélectricité, mais avec beaucoup d'émissions associées au charbon dans ces régions-là. Puis des composantes électroniques qui ont nécessité notamment de l'extraction minière de différents minerais, avec des conditions de travail qu'on sait abominables par rapport à certains des minerais essentiels dans nos appareils électroniques, notamment le coltan, le cobalt, qui sont extraits dans des conditions qu'on sait difficiles. Puis par ailleurs, il y a la fin de vie. Donc la fin de vie, on va disposer des déchets électroniques et il y a beaucoup de trafic de déchets électroniques entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement, où ils sont gérés dans des conditions absolument abominables, où par exemple on va recycler les déchets électroniques en brûlant les composants de plastique pour récupérer le métal qui a une certaine valeur économique à ciel ouvert dans des villages au milieu de... c'est ça. Donc, on a des conditions à la fois environnementales et sociales tout au long de ce cycle de vie-là dont on peut tenir compte. Une étude qui a été faite, qui est très intéressante, qui date un petit peu, mais qui reste très pertinente par rapport à sa robustesse, c'est une étude qui a été faite par Andreas Siroth et Julian Franz pour l'ACV d'un laptop, donc d'un ordinateur portable, en considérant à la fois les enjeux sociaux et environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie. Et ça, c'est une étude qui ne considère pas les données échangées en ligne. C'est vraiment le cycle de vie de l'ordinateur lui-même. Et j'attire votre attention sur ce résultat-là parce que je les trouve très intéressants. Donc, pour les résultats environnementaux, si on regarde ce graphique-là, on va prendre le temps de le regarder ensemble, on voit que ceux qui dominent le cycle de vie, donc vous retrouvez les aires de protection dont je vous parlais tout à l'heure, donc la santé humaine, la biodiversité, la qualité des écosystèmes, et puis une autre, l'épuisement des ressources, donc à quel point on est en train d'épuiser les ressources. On voit que le plus gros impact de notre laptop, c'est vraiment la phase de production de l'ordinateur. Et puis, si on creuse un petit peu ces données-là, on comprend que c'est à cause de l'énergie au charbon en Chine qui sert à fabriquer les ordinateurs, qui représente la plus grande empreinte environnementale.
on voit, et ça c'est un petit peu étonnant, c'est que la phase d'utilisation, l'énergie qu'on utilise pour faire fonctionner notre ordinateur est relativement négligeable dans ce cas-là. Parce que c'est un ordinateur, donc je n'ai pas donné toutes les informations, c'est un ordinateur qui est un ordinateur avec un écolabel, donc c'est un ordinateur qui est relativement efficace énergétiquement, donc qui consomme relativement peu d'énergie pendant sa phase d'utilisation. Et ça se voit parce qu'on voit qu'on a relativement peu d'impact pendant la phase d'utilisation. Tous les impacts sont en amont dans la partie de la production. Donc, si je regarde ces résultats, ça me donne déjà un indice important par rapport à qu'est-ce qui compte vraiment. Ben, peut-être que plus que d'aller mettre mon ordinateur en veille, plus que d'aller réfléchir à moins utiliser mon ordinateur pendant sa phase d'utilisation, ça serait très, très important d'aller réfléchir à l'obsolescence programmée, à essayer de prolonger le plus possible la vie de mon ordinateur pour rentabiliser cet impact initial énorme que j'ai eu en l'amortissant sur une plus longue durée de vie. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on peut avoir des données comme ça qui guident vers des stratégies qui sont plus pertinentes à partir du moment où on a les chiffres sous les yeux. Maintenant, dans la même étude, du côté des enjeux sociaux, on voit émerger deux enjeux majeurs. On voit émerger des enjeux aux deux extrémités du cycle de vie. Donc, les enjeux de l'extraction des matières premières qui sont nécessaires. Donc, on a plusieurs minerais qui sont très problématiques en termes de conditions de travail. Donc, on a du travail des enfants, on a ce qu'on appelle les minerais de la guerre. Donc, on a des conditions de travail abominables en amont lors de l'extraction des ressources. Et on a les enjeux dont je vous ai déjà parlé en fin de vie, de la façon dont sont gérés les déchets électroniques. C'est illégal maintenant. Il y a des accords internationaux qui interdisent d'échanger les déchets électroniques entre les pays, mais il y a néanmoins encore énormément de déchets électroniques qui sont envoyés dans les pays en voie de développement sous prétexte de donner des appareils en fin de vie qui sont soi-disant réutilisables dans les pays en voie de développement, mais en général, quand ils arrivent, il y en a 9 sur 10 qui ne fonctionnent pas et qui doivent être gérés comme des déchets sur place. Donc, on a encore énormément de trafic par rapport aux déchets électroniques qui est relié à des conditions de travail et des conditions humaines dans les communautés qui sont très difficiles. Donc ça, c'était pour le portrait de l'ordinateur lui-même, d'un ordinateur qui est un des appareils électroniques. Mais au-delà de l'ordinateur, il y a la façon dont on l'utilise, et notamment quand on parle de télétravail, quand on parle de virtualisation, la question des données est très, très importante. Donc, si on regarde la consommation énergétique du numérique, ça, c'est des données qui ont été développées par le projet, le Shift Project. On voit, donc ce que l'on vient de voir, c'est l'importance de la production de nos ordinateurs et de leur utilisation. Donc là, c'est le portrait global de la consommation d'énergie du numérique, mais on voit que c'est juste une part de la consommation d'énergie totale. Et on voit que les centres de données et les réseaux sont une part importante de cette consommation totale d'énergie du numérique. On voit qu'il y a d'autres appareils aussi qui sont des contributeurs. Nos smartphones sont loin d'être négligeables, nos téléphones intelligents et compagnie. Donc, on voit qu'on a un portrait total de la consommation où les données sont un enjeu. Maintenant, si on va regarder de plus près du côté des données, je vais vous sortir quelques chiffres qui ont été proposés par des conférenciers lors d'un petit congrès. Je vous ai mis un lien ici, mais c'est un congrès qui a été organisé dans le cadre j'avais organisé ça dans le cadre des entretiens Jacques Cartier. Et l'une de nos conférencières, c'était Valérie Bécard, qui dirige Element AI, qui est un regroupement qui travaille sur les données massives, donc les big data. Elle nous a sorti ce chiffre-là que j'ai trouvé très, très intéressant. Plus de 90% des données qui ont été générées durant les 2 dernières années, et c'est vrai pour les 30 dernières années. Donc, on a clairement une exponentielle en termes de quantité de données qu'on est en train de générer, qu'on est en train de gérer, et de l'énergie nécessaire pour gérer ces données. Alors, c'est certain qu'il y a des efforts qui sont faits pour rendre les centres de données plus efficaces. On s'en va vers des technologies qui demandent moins d'énergie pour stocker la même quantité de données, mais néanmoins, on a quand même quelque chose qui se rapproche d'une exponentielle en termes de consommation d'énergie. Là, je vous ai sorti des chiffres qui sont issus d'un article qui a été publié par Nicolas Jones dans Nature, qui présente différents scénarios de prédiction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre associées au numérique. Donc, au numérique, donc on voit en bleu, on a les réseaux, la production, l'énergie consommée par les appareils et l'énergie en vert de la gestion des données.
Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on est en 2020, on est rendu je pense que c'est 3%, je vais vous donner les chiffres exacts après. Puis là, les chiffres qui sont ici, c'est les pourcentages des émissions de gaz à effet de serre mondiales qui sont reliées à la gestion du numérique. Et on voit que la demande totale va représenter, d'après certaines prédictions, environ 21% de la demande énergétique globale juste pour les appareils numériques. Mais ce qu'on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la consommation des ordinateurs et de leur production va diminuer. Par contre, ce qui augmente, c'est la consommation pour gérer les données, donc les réseaux et les data centers qui sont là pour gérer de plus en plus de données. Toujours dans cette même étude, on voit l'explosion d'Internet qui est le driver principal, donc qui est ce qui va vraiment faire en sorte qu'on a cette augmentation de la consommation d'énergie. Puis, si on regarde l'évolution de 2015 à 2030 avec un scénario optimiste, un scénario pessimiste de la demande globale d'électricité et de la demande due au numérique, qui est la partie colorée, on voit qu'on a vraiment une augmentation de la demande, principalement menée par la gestion des données qui augmente. Donc, les quelques chiffres que je vous avais promis. Donc, en 2019, le numérique, c'est 3% des émissions globales de gaz à effet de serre, donc ça dépasse l'aviation. Environ 10% de la demande d'électricité mondiale et la croissance de la demande énergétique du secteur est de 9% par an, alors que les autres secteurs ont une augmentation d'environ 3% par an. Et l'augmentation du trafic des données sur les réseaux est de 30% par an. Donc, d'ici 2025, on estime que ce sera environ 8 à 9% des émissions globales. D'ici 2030, environ 21% des émissions globales. Donc, on voit vraiment qu'on a un secteur qui, pour l'instant, n'est pas forcément le plus gros contributeur à nos impacts, mais on voit qu'on a une tendance vers quelque chose qui s'en va, si la tendance se maintient, vers quelque chose de très important. Puis, par ailleurs, les pratiques dans ce secteur ne sont pas des pratiques sobres, c'est-à-dire qu'on a une tendance au surdimensionnement systématique et à l'accélération. Donc, on a des centres de données, des réseaux, des terminaux qui sont de plus en plus puissants. On a des bandes passantes, on a une tendance à aller vers des bandes passantes qui sont illimitées, donc qui nous poussent à utiliser plus de données puisqu'on n'a pas de limite. Toutes les questions de visionnage gratuit de vidéos. Les vidéos, c'est parmi les éléments qui consomment le plus de données dans le trafic sur Internet. Le fait d'aller vers de la haute vitesse, 3G, 4G, 5G et ainsi de suite. Ce que l'on appelle les obésiciels, donc tout ce qui est ces services, ces fonctionnalités que l'on ne demande pas, mais qui sont d'office sur nos appareils et dont on finit par avoir besoin. La question super importante de l'obsolescence programmée, donc on essaye de nous pousser à changer nos appareils au moins tous les 2 ans, voire tous les ans, pour être à jour par rapport à l'utilisation de ces appareils. Donc on voit qu'on a un secteur qui est quand même un secteur qui ne tend pas à essayer de respecter les moindres limites en termes d'utilisation de données, en termes d'utilisation des ressources, et ainsi de suite. Puis, si on met les choses en perspective, en 2014, donc c'est des données qui datent et ça a probablement augmenté, le secteur des technologies de l'information et de la communication la consommation annuelle d'énergie était l'équivalente d'un 3e pays mondial, juste après la Chine et les États-Unis. Donc, on parle quand même d'une consommation d'électricité importante en termes de quantité. Je terminerai mon portrait général avec un exemple qui, moi, me tient à cœur et que je trouve très, très alarmant. C'est l'exemple du Bitcoin. Donc, le Bitcoin, donc cette monnaie virtuelle, crypto-monnaie, on a un enjeu, c'est que plus on s'en va dans le minage de Bitcoin, au fur et à mesure, ça prend de plus en plus d'énergie pour résoudre en fait, ces chaînes de données qui protègent entre guillemets le Bitcoin. Et ça demande énormément d'énergie pour résoudre ces chaînes-là qui deviennent de plus en plus complexes. Donc, il y a plusieurs scientifiques qui tirent des signaux d'alarme. Il y en a qui sont plus ou moins alarmistes. Les moins alarmistes, c'est l'équipe de Köhler et Pizzol. Massimo Pizzol, c'est un de mes anciens étudiants, donc je fais confiance à ces résultats. Je vais dire que c'est les résultats auxquels je crois le plus, mais qui ont quand même évalué que la consommation d'électricité en 2018 du Bitcoin était de 31,3 TWh avec des émissions de CO2 de 17 mégatonnes annuellement,
ce qui est, pour mettre les choses en perspective, les émissions du transport aérien international en France en 2018, à peu près, grosso modo. Et puis, en ce moment, on a un boom d'utilisation, en fait, le Bitcoin est en train de prendre beaucoup de valeur. Et du coup, on estime que la consommation annuelle en 2021 pourrait atteindre 128 TWh. Donc, vous voyez, entre 2018 et 2021, l'augmentation de la consommation d'énergie juste pour cette crypto-monnaie. C'est un peu plus que la consommation d'électricité de la Norvège. C'est à peu près autant que tous les autres centres de données réunis à travers le monde. Le Bitcoin consomme 10 fois plus d'électricité que Google et chaque transaction d'un Bitcoin a besoin de 215 kWh. Pour mettre les choses en perspective, encore une fois, un ménage américain consomme environ 900 kWh par mois. Un ménage européen, je pense que c'est la moitié. Donc, une transaction de Bitcoin, c'est l'énergie qu'il faut pour un foyer américain pendant une semaine ou pour un foyer européen pendant 2 semaines, pour mettre les choses en perspective. Donc, on a un exemple de quelque chose qui est complètement virtuel, mais qui a probablement un impact environnemental phénoménal. Un dernier petit point pour répondre à la question d'Alexandre, je pense que cet article-là est vraiment intéressant. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par Obringer et al. Dans Resource Conservation and Recycling, ça vient de sortir cette année. Et c'est quelqu'un qui s'est posé la question justement de la consommation d'Internet et de la Covid, en disant, là, on a augmenté de combien et ça représente quoi comme empreinte environnementale. Et puis, il y a même un portrait par pays des changements. Et on voit que justement, à l'échelle du monde, la consommation d'Internet a augmenté entre 15 et 40% à cause du confinement et que ça représente environ 42,6 mégawattheures d'énergie additionnelle qui a été utilisée pour les centres de données et pour gérer cet accès Internet, ce qui représente un certain nombre de tonnes métriques de CO2, quand même 33,2 millions de tonnes métriques de CO2 additionnelles à cause de ça. Et puis, on a aussi une empreinte eau, une empreinte d'utilisation des terres à cause de ça. Donc, c'est un impact non négligeable. Ah, désolé, il y a un commentaire que je n'avais pas vu. Oui, et puis Françoise a raison, c'est une externalité négative que l'utilisateur de Bitcoin ne paie pas quand on parle du Bitcoin, effectivement. Et en fait, tout l'enjeu de l'analyse des cycles de vie, c'est ça, c'est d'être capable de rendre visibles toutes ces externalités-là. Mais donc, on voit ici que c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Par contre, il faut tenir compte du fait qu'il faudrait mettre ça en perspective. Il manque un élément pour répondre à la question. Il faudrait mettre ça en perspective avec la réduction du trafic routier, avec la réduction du trafic aérien, qui est associé également au confinement et qui est loin d'être négligeable. Il existe des chiffres qui montrent que globalement, les émissions de gaz à effet de serre pendant la pandémie ont diminué, mais la question c'est est-ce que c'est vraiment dû à la réduction du trafic ou est-ce que c'est dû à une perte d'activité économique, donc à la récession, qui a fait en sorte que beaucoup de choses ont ralenti au-delà de juste nos façons de nous déplacer. Donc, pour répondre un petit peu à la question à la lumière de l'analyse du cycle de vie, en gros, on a augmenté énormément les émissions associées à Internet. On a réduit globalement nos émissions, en bonne partie à cause de la réduction de nos déplacements, mais probablement aussi à cause de plein d'autres choses qui ont dû ralentir et qui, du coup, font en sorte que l'on aimait moins. Je vois qu'il y a un autre commentaire. Exactement. Les diminutions reliées au transport sont très, très importantes et le transport est quand même l'un des éléments clés en tout cas pour le changement climatique. Donc, c'est vraiment un compromis entre les deux qu'il faudrait être capable de mettre en perspective. On a fait l'exercice, nous, au CIREG, de calculer la manière dont le télétravail, pour chaque personne individuellement, était préférable ou non. La réponse, c'est ça dépend. Ça dépend en réalité de quel était mon comportement avant et quel est mon comportement maintenant. Est-ce que je suis quelqu'un qui vit en banlieue de Montréal et qui doit me déplacer tous les matins en passant une demi-heure dans ma voiture dans le trafic? Ou est-ce que j'étais quelqu'un qui me déplaçait en métro pour aller travailler juste à côté de chez moi? Est-ce que je vais télétravailler en partageant énormément de vidéos de haute résolution qui consomment énormément de données? Ou est-ce que je vais de temps en temps couper ma caméra pendant que j'échange avec les gens? Est-ce que je vais avoir une utilisation sobre en termes de quantité de données? Donc, on va voir, et je ne dis pas ça pour que tout le monde coupe sa caméra. Je vois quelques personnes qui sont en train de sagement fermer leur caméra au moment où je dis ça. Mais effectivement,
il y a des manières d'utiliser de manière plus sobre les outils numériques de manière à réduire notre empreinte environnementale. Et on n'a pas été en mesure de dire oui, c'est une bonne solution ou non, c'est quelque chose qui augmente l'impact. En réalité, c'est quelque chose qu'il faudrait évaluer sur une base individuelle. Finalement, j'ai 2 petites sections sur à la fois comment est-ce qu'on pourrait rendre le numérique plus durable et à la fois comment est-ce que le numérique peut être aussi un outil du développement durable et contribuer à rendre les choses plus durables. Donc, par rapport à rendre le numérique plus durable, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à travers le monde et il y a des gens qui réfléchissent à comment est-ce qu'on peut réduire cet impact-là qui devient majeur, qui est de plus en plus important. Donc, un des éléments clés, à mon avis, c'est l'obsolescence programmée. Le fait que nos appareils sont conçus pour être consommés de plus en plus rapidement est un enjeu majeur. Et puis, on l'a vu, les appareils ont énormément d'impact à leur production. Donc, si on peut prolonger leur durée de vie, on réduit l'impact à l'utilisation. Là, je souligne une petite initiative à Montréal, un organisme que j'aime beaucoup qui vise à redonner une seconde vie aux ordinateurs et à la fois qui a un bénéfice social très important parce que leur vocation est de faire de la réinsertion sociale. Et donc, c'est un organisme, on a fait l'analyse de cycle de vie de cet organisme-là, donc du cycle de vie d'un ordinateur, en tenant compte soit d'un recyclage, soit d'une seconde vie des appareils qui serait offerte grâce à cet organisme. Et on voit que c'est quelque chose qui a à la fois un énorme bénéfice environnemental et social de doubler la durée de vie d'un ordinateur en le remettant à neuf entre-temps. Une autre initiative qui est très intéressante, ça c'est aussi on a travaillé là-dessus avec Mohamed Cherrier et avec l'équipe du CIREG, c'était une réflexion sur, puisque l'impact des centres de données, c'est l'énergie, est-ce que l'on ne pourrait pas réfléchir à ranger les données à l'endroit où il y a le moins d'impact, c'est-à-dire à faire bouger les données de place, parce que c'est quelque chose qui peut se faire très facilement d'aller transférer les données d'un centre à l'autre et de n'utiliser que les centres qui ont la plus petite empreinte environnementale. Donc, d'avoir une réflexion sur l'optimisation de la façon dont on gère les données en mettant en place un système de gestion en temps réel de l'énergie pour réduire l'empreinte environnementale. Il y a toutes sortes d'autres initiatives. Donc, il y en a qui réfléchissent à comment est-ce qu'on va réduire la consommation électrique des équipements informatiques pendant la phase d'usage. Ça, il y a eu déjà une énorme amélioration dans le temps et les appareils sont beaucoup plus efficaces. Est-ce que l'on peut réfléchir à installer les serveurs aux endroits où il faut moins les climatiser? Donc, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à installer des serveurs. Au Québec, on est une région qui est plutôt intéressante pour ça, mais parce que ça nécessite moins d'énergie pour maintenir les serveurs à la température adéquate pour leur fonctionnement. Quelque chose qui est moins exploré et qui, à mon avis, serait quelque chose de clé à creuser, c'est la question d'adapter les performances des appareils à nos besoins réels au lieu d'avoir justement cette surenchère de créer des nouveaux besoins et d'obésiciel et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on pourrait nous-mêmes créer notre ordinateur sur mesure par rapport aux besoins que l'on a au lieu de se plier à ce qui nous est offert, qui est toujours une surenchère? C'est un petit peu comme pour les voitures. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une très grosse voiture ou est-ce qu'on a juste besoin de se déplacer d'un point A au point B? Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un ordinateur surdimensionné ou est-ce qu'on a juste besoin de répondre à certains besoins spécifiques? Puis, il y a des efforts qui sont faits aussi pour faire de la programmation plus durable. Donc, comment est-ce qu'on peut créer nos programmes pour qu'ils consomment moins d'énergie pour réaliser la même tâche? Donc, il y a des chercheurs qui travaillent là-dedans et c'est très intéressant aussi comme avenir. Finalement, le numérique au service du développement durable. Donc, il y a une réflexion aussi qui est faite à travers le monde sur comment est-ce qu'on peut tenir compte du fait que le numérique est un outil et un outil qui peut servir à faire le bien. Donc là, j'amène une petite notion que j'aime beaucoup, qui est proposée par Greg Norris, qui est un prof de Harvard qui travaille en analyse de cycle de vie. Puis à la fin de tous ces cours d'analyse de cycle de vie, tous ces étudiants étaient désespérés en disant « mais quoi que je fasse, de toute façon, j'ai un impact, à quoi bon ?» Et puis il leur disait « mais oui, mais je crois qu'on fasse un impact, mais ce que l'on fait, ça sert à quelque chose. Donc la question, c'est comment est-ce que je peux avoir le plus grand handprint possible, donc le plus grand bénéfice pour la société possible, avec la plus petite empreinte environnementale possible. Comment est-ce que je peux essayer d'avoir le plus grand bien commun avec le moins d'impact? Et donc, si on regarde le handprint du numérique, il y a des gens qui réfléchissent à comment est-ce que le numérique et les technologies de l'information et de la communication peuvent contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable. Donc, vous avez probablement entendu parler des objectifs du développement durable des Nations Unies.
il y a des organismes, donc là, l'Union internationale de la télécommunication. Alors, ça peut faire un peu sourire parce que ce sont des entreprises qui travaillent dans le numérique, donc qui ont tout intérêt à démontrer qu'elles ont une action louable, mais il y a quand même cet effort de réflexion sur comment est-ce qu'on peut, à l'aide du numérique, lutter contre la pauvreté, la faim, contribuer à protéger la vie aquatique, la vie terrestre, et ainsi de suite. Je vous laisse la petite roue, vous pourrez regarder ce qu'ils ont trouvé comme utilité que le numérique peut avoir pour contribuer à tous ces éléments-là. Par ailleurs, il y a le GESI qui réfléchit aussi à comment est-ce que, à l'aide du numérique, je peux réduire les impacts environnementaux des autres secteurs d'activité. Et effectivement, si, par exemple, j'utilise le numérique pour mieux gérer l'énergie dans les bâtiments, pour mieux gérer le trafic, pour mieux gérer, on peut envisager d'avoir une contribution à la réduction des impacts environnementaux des autres secteurs. Donc, est-ce que le prix à payer en termes d'impact du numérique peut être remboursé par le gain que l'on va avoir dans les secteurs pour lesquels on va aider à une meilleure prise de décision à l'aide du numérique? On peut penser à, ça c'est pareil, c'est des exemples qu'on nous avait donnés pendant cette conférence-là, à des algorithmes prédictifs qui vont permettre de réduire la consommation d'énergie qui sont utilisés, par exemple, par Google. Ou bien il y a des entreprises qui vont réfléchir à utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser le design, pour réduire la masse, par exemple, d'un véhicule, d'un pneu, et ainsi de suite, pour avoir moins de ressources utilisées et un poids plus léger qui consomme moins d'énergie. On peut réfléchir à tout ce qui est l'optimisation de la domotique, par exemple, où on va avoir une meilleure gestion de l'énergie dans les bâtiments, une meilleure gestion du trafic à l'échelle du quartier et ainsi de suite, meilleure gestion du réseau de transport en commun. Tous ces éléments-là vont réduire éventuellement l'empreinte environnementale que l'on va avoir en tant que société. Et puis, par ailleurs, on peut réfléchir à utiliser nos appareils vraiment intelligemment. Je déteste le fait de parler d'appareils intelligents, mais en se disant, est-ce que ces appareils-là, on pourrait les utiliser pour une meilleure prise de décision et pour remplacer d'autres choses? Il y a des études qui démontrent que, par exemple, le passage à l'âge adulte, maintenant, c'est plus forcément le fait de passer son permis et d'avoir sa voiture, c'est plus le fait d'avoir son téléphone intelligent qui devient le symbole de la liberté et de l'autonomie des jeunes. Puis si j'utilise mon téléphone intelligent pour trouver des gens avec qui covoiturer, pour mieux utiliser les transports en commun et que je peux me passer de voiture, j'ai réduit énormément mon empreinte environnementale, même si mon téléphone a un impact environnemental. Bon, on en a déjà parlé, tout ce qui est optimisation de l'énergie dans les bâtiments. On peut penser à l'engagement. Donc là je donne l'exemple de Havas, on aurait pu donner l'exemple de Attaque, mais l'engagement citoyen qui passe par le numérique, c'est une façon de mobiliser énormément pour défendre certaines causes. Le fait d'avoir des réseaux sociaux, donc on peut avoir un grand bénéfice d'avoir ces outils-là sous la main pour le bien commun. Et on peut penser aussi à justement comment est-ce qu'on peut gérer de manière intelligente l'information pour une meilleure prise de décision par rapport à notre empreinte environnementale. Ça m'amène à mon dernier projet dont je voulais vous parler, le numérique au service du développement durable. Moi, j'ai un projet, ça s'appelle la boussole durable, et l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'être capable d'aller accompagner à l'aide de données numériques la prise de décision en termes d'empreinte environnementale, en mettant l'analyse de cycle de vie, en démocratisant l'analyse de cycle de vie pour que chacun puisse calculer son empreinte environnementale. Un petit chiffre du Québec. Là, on a l'empreinte du Québec basée sur les émissions sur le territoire du Québec et l'empreinte du Québec basée sur la consommation des citoyens au Québec. On voit qu'on n'a pas tant d'enjeux de production que ça au Québec. Par contre, nos façons de consommer qui impliquent le fait d'importer des produits qui viennent de Chine, qui viennent des États-Unis, où c'est fabriqué avec du charbon et ainsi de suite, ça fait en sorte que notre empreinte, notre consommation de Nord-Américains, parce qu'on est des Nord-Américains, est énorme par rapport à ce que on produit sur notre territoire en tant que tel, parce qu'on a de l'hydroélectricité, on n'a pas beaucoup d'impact. Donc, le fait d'aller agir sur la consommation et nos modes de consommation et nos choix de consommation, c'est une bonne stratégie pour réduire notre empreinte en tant que citoyens québécois. Et les Québécois veulent agir pour le climat. On a une mobilisation citoyenne très importante. On avait un demi-million de personnes dans la rue peu de temps avant la pandémie. Le pacte pour la transition, que vous connaissez peut-être pas, mais ici au Québec, c'est quelque chose qui est qui a été un mouvement très fédérateur contre les enjeux climatiques.
on est mobilisé. Par contre, ce qu'on a réalisé au lendemain de tout ça, c'est qu'on n'avait pas d'outils pour être capable d'accompagner la prise de décision en termes de consommation durable qui soit pertinent pour le contexte québécois, qui est un contexte très différent du contexte global, parce qu'il faut se chauffer de façon différente, parce que notre nourriture, on ne peut pas la produire en hiver, parce qu'on a des distances très, très grandes. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer nos impacts, poser des gestes efficaces pour réduire les impacts des citoyens à l'échelle du Québec. Et donc, on est parti dans l'idée de créer des outils basés sur l'approche cycle de vie pour informer les citoyens sur la base de ces données-là, donc démocratiser les connaissances pour que chacun puisse prendre sa décision et avoir le genre d'informations que je vous ai partagé à disposition pour faire ses choix. Donc, d'où le projet de la boussole, avec l'idée de quantifier et d'informer les citoyens sur leurs impacts environnementaux, les accompagner dans l'adoption de comportements plus responsables, avec toutes sortes d'outils qui vont être créés, et puis toute une réflexion aussi, non seulement sur les outils technologiques, mais aussi sur la façon de les utiliser. Donc, tout ce qui est psychologie comportementale, tout ce qui est éthique des données, parce qu'on parle de données massives, et puis la question de comment est-ce qu'on gère les données personnelles des gens pour que les personnes gardent leurs données personnelles et qu'ils aient accès à leur empreinte environnementale sans forcément qu'un tiers ait accès à leurs données personnelles. Toutes ces questions-là aussi Alex disait, qui décide quoi en termes d'empreinte environnementale? Si je sais que si tout le monde consommait comme moi, il faudrait 3 planètes, comment est-ce qu'on partage ce budget-là de limites planétaires entre les personnes et ainsi de suite? Toutes ces questions-là, ça fait partie d'un grand projet de recherche qui est en train de démarrer, basé sur l'analyse de cycle de vie, on en a déjà parlé, et où on a créé déjà une première base de données d'inventaire du cycle de vie, où on est allé regarder justement quels sont les produits et services consommés au Québec, quels sont nos comportements individuels. On l'a fait pour l'instant juste sur l'alimentation, puis je vous présente rapidement les petits résultats en 2018 pour répondre à la consommation des Québécois. Et si on regarde l'ensemble des secteurs de consommation, et qu'on arrime ça à des bases de données qui existent déjà en analyse du cycle de vie, on a priorisé d'abord. On s'est dit, c'est quoi l'empreinte du Québécois? Donc, on a pris une base de données où on regarde tout ce qu'achète un Québécois, un ménage québécois, arrimé avec des bases de données entrée-sortie qui nous disent, si j'achète $1 dans ce secteur-là, ça se répercute dans tel secteur d'activité partout à travers le monde et on a l'empreinte carbone de l'ensemble de notre consommation. On voit qu'on a quelques axes qui consomment beaucoup. On a 5 axes et puis les vêtements, j'étais très étonnée, par exemple, mais les vêtements au Québec représentent 11% de notre empreinte carbone. Pourquoi? Parce que nos vêtements viennent de Chine, ils sont fabriqués avec de l'électricité au charbon, encore une fois. Mais donc, on voit l'importance de l'import de certains produits. Petite remarque, j'attire ici votre attention sur la communication et l'information. Donc, la petite barre grise, ici, c'est seulement 3,7% de notre empreinte, mais c'est quand même déjà 3,7% de notre empreinte qui est associée à tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Mais pour l'instant, on a dit on va focaliser d'abord nos efforts sur ces axes-là qui représentent 80% de notre empreinte, donc le transport, l'alimentation, le logement, les vêtements et les voyages. Puis le reste, on va continuer de fonctionner avec cet outil-là qui est simplifié, mais qui permet d'avoir l'empreinte complète. Et si on va regarder l'alimentation, on est allé faire le travail d'aller se poser la question, qu'est-ce que mange un Québécois? Comment est-ce qu'il prépare sa nourriture? D'où est-ce que ça vient? Si j'achète 1 kilogramme de bœuf au Québec, il vient d'où? Il a été fabriqué comment? Il a été transformé comment? Et avec tout ça, on a fait une analyse de l'assiette du Québécois où on voit des choses super intéressantes. On voit par exemple que 82% de notre empreinte, c'est dû à la production de nos aliments. Donc, c'est dû au fait d'avoir produit et transporté nos aliments. Et ce sur quoi on met énormément d'emphase, les déchets des emballages, ça représente 0,6% de l'impact de notre assiette. Donc, on met énormément d'emphase là-dessus, alors que la production des aliments, on la regarde beaucoup moins. Donc, peut-être qu'on pourrait mettre un focus différent sur le gaspillage alimentaire, notamment. Tous les aliments qui sont produits et qui vont être jetés sans être mangés, ça représente la part rose ici de notre graphique. Donc, on a un impact énorme. Puis, justement, si on regarde à quoi c'est dû principalement au fait de manger de la viande et des poissons. Je ne vais pas vous faire devenir végétarien, mais on a 7% de notre assiette qui sont représentés par la viande et ça représente 36% de notre empreinte environnementale. Donc, on a certains aliments qui, en plus, sont des aliments que l'on va jeter davantage parce que la viande, ça représente une grosse fraction de ce qui est jeté et qui va avoir un impact dans
la part du gaspillage alimentaire. Donc, on voit qu'on peut avoir ce genre d'informations et toutes ces informations-là, on les a déjà transférées dans un petit outil qui permet à chacun d'aller calculer quel est son comportement et quels sont les impacts associés à ce comportement-là en termes de manière de s'alimenter. Donc, ça, c'est une des stratégies qu'on peut avoir aussi pour utiliser un peu plus intelligemment le numérique pour informer la décision et avoir des outils sur mesure pour aller réfléchir à notre empreinte environnementale. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. Je vous ai présenté ce que je voulais vous présenter. Je ne sais pas, il reste encore quelques minutes quand même pour des questions. Je ne sais pas, Alexandre, comment est-ce que vous fonctionnez pour les questions d'habitude, mais... Oui, bah, il reste une bonne demi-heure si on veut, un petit Une peu bonne moins demi-heure. Ah, parfait. si c'est trop Parfait, long. parfait. Formidable. Et donc, voilà, ouais, j'encourage toutes les questions, bah, soit dans le chat, là, soit directement. Ah, c'était une heure. Je me dépêchais vidéo. parce que je pensais que c'était une heure en tout, mais c'était une heure de présentation, puis il y avait des questions encore après. Quand tu as dit 20 minutes pour les questions tout à l'heure. Oui, en fait, il n'y a pas de souci. Bon, on peut. Voilà. Mais c'est bien d'avoir du temps pour la discussion aussi. Je pense que c'est bien aussi, oui. Ouais. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. C'est toujours la première qui est la plus difficile. La première est difficile. Oui. Oui, j'aurais voulu que vous vous présentiez vous-même un peu plus peut-être. Oui, bien sûr. Donc, moi, en fait, je suis professeure à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Et j'ai un parcours, en fait, je suis ingénieure chimiste, j'ai un doctorat en génie chimique. J'ai étudié d'ailleurs à l'origine dans la même école que Alexandre, c'est comme ça que l'on se connaît. Puis après, j'ai fait mon doctorat à Polytechnique à Montréal. Et c'est ça, moi je suis une experte surtout en modélisation environnementale. Donc quand je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est mon travail quand on regarde les modèles de devenir des contaminants, de compréhension de l'impact. Et je suis en fait co-titulaire de la chaire internationale sur le cycle de vie du CIREC. Donc c'est un organisme de recherche qui travaille vraiment en analyse du cycle de vie. Je contribue notamment beaucoup au groupe de travail de l'initiative sur le cycle de vie des Nations Unies pour l'environnement pour arriver à harmoniser les pratiques en termes d'analyse de cycle de vie et réfléchir aux meilleures pratiques sur ces modèles-là. Donc, moi, je travaille beaucoup dans la recherche en arrière de tous ces outils-là et de plus en plus, mon programme de recherche s'en va vers l'utilisation de ces outils-là pour démocratiser les connaissances auprès des citoyens. Donc là, notamment, j'ai un nouveau projet qui m'enthousiasme énormément, où je vais collaborer avec des équipes européennes et où on travaille sur ce que l'on appelle la citoyenneté énergétique. Donc, comment est-ce qu'on fait une transition durable, transition énergétique, qui soit la plus inclusive possible sans laisser personne sur le bord du chemin. Donc, comment est-ce qu'on va tenir compte des minorités, des femmes dans la façon dont on construit les politiques en termes de transition énergétique et comment est-ce qu'on s'assure de rester équitable et inclusif dans tout ça. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Micheline. Oui. Ah, voilà, ok. Alors, je vais... Je ne sais pas si mon micro est bon comme ça ou peut-être... Ça fonctionne très bien, c'est parfait. Oui, ok. Bon, en fait, je travaille en banque et donc voilà, les banques, ça a énormément de données, déjà pour son fonctionnement, oui. Mais de plus en plus, la banque aussi, elle dit, tiens, voilà, les données, c'est dans nos matières premières les plus avec le plus de valeur. Mais en fait, quand je vois que ces données, effectivement, elles sont toutes stockées, etc., ces données ont aussi un énorme coût. Alors justement, je me demande dans quelle mesure on pourrait en fait questionner les banques sur ces éléments-là et dans quelle mesure est-ce que c'est justifié ou pas de garder des données, de les exploiter, etc. Donc voilà, c'est un très très bon point. Il y a beaucoup de questions d'éthique sur la question de la gestion des données et puis justement
ce que l'on en fait. Et il y a la question aussi de l'impact environnemental, mais il y a la question, moi j'aimerais amener ici la question de l'essentiel versus le superflu. Je pense que quand on parle d'une banque qui a besoin de données pour bien gérer et ainsi de suite, on est dans quelque chose qui est relativement important par rapport aux données énormes qui sont utilisées par exemple pour des vidéos de chats, pour des... Donc je pense qu'il faudrait être capable de voir, et puis c'est là c'est toute une question et puis tout un débat de savoir qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas essentiel, mais si on regarde le trafic de données sur le web, c'est des chiffres que je n'ai pas partagés avec vous parce que je n'ai pas retrouvé les chiffres exacts, mais moi, j'avais entendu dire que les vidéos, c'est ça, vidéos souvent de chats, vidéos pornographiques, vidéos, ça représente 80% des données qui vont circuler sur le web par rapport à d'autres données qui sont plus utiles. C'est des chiffres qui sont absolument astronomiques. Et puis on peut se dire, est-ce qu'on pourrait essayer de mettre justement l'emphase sur prioriser et puis peut-être se dire est-ce que on aurait un budget de données et puis se dire que je ne sais pas. C'est des questions et puis c'est des questions qu'on a déjà eues avec Alex, la question de comment est-ce qu'on détermine l'essentiel versus le superflu et puis qui détermine quoi et puis si on a un budget en termes d'empreinte environnementale, qui détermine qui a quel budget et puis comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça, c'est des questions éthiques qui sont graves. Mais je pense qu'avant de passer à la question d'allouer un budget à chacun en termes d'impact environnemental, la question d'informer chacun sur l'empreinte de ce que l'on fait, c'est la première étape. Je pense que d'avoir ces informations-là en main pour pouvoir prendre des décisions et puis pouvoir se dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller regarder cette vidéo si ça dépense 80% de mon budget d'empreinte environnementale quotidien, je pense que c'est un premier pas essentiel. Pour revenir à la question des banques, je sais que moi j'ai discuté avec des potentiels partenaires qui sont des banques qui réfléchissent aussi à comment est-ce qu'on peut utiliser intelligemment ces données-là. Comment est-ce qu'on peut éventuellement utiliser ces données-là pour informer justement le consommateur, parce que les données que détiennent les banques sont les données qui seraient nécessaires pour calculer l'empreinte de quelqu'un. Si je sais ce que j'achète, je sais ce que je consomme et je sais quelle est mon empreinte. Donc, est-ce que ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait être offert en soutien aux clients de la banque pour bien comprendre son empreinte environnementale et puis pour éventuellement la réduire. Donc, il y a plusieurs réflexions qu'on peut avoir par rapport à ces données-là. Mais oui, effectivement, tenir compte de l'impact environnemental et puis tenir compte, après, de plus en plus de sociétés et de gouvernements commencent à réfléchir à où sont stockées les données. La question de la traçabilité des données est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que si, en tant que banque, je peux décider que j'ai un serveur qui est alimenté avec de l'énergie renouvelable et qui est géré dans de bonnes conditions, au lieu d'avoir des données qui seront je ne sais où, et puis avec de l'énergie au charbon en Chine, quelque part, avec des travailleurs qui ont des conditions abominables, peut-être que je peux aussi réfléchir à comment est-ce que moi, je peux gérer mon approvisionnement en gestion des données de manière responsable. Donc, je pense que ça peut ouvrir beaucoup de questions, en fait, votre question, mais c'est super intéressant. Merci pour la réponse. Cécile, je crois qu'il y avait encore pas mal de questions qui arrivaient là dans le chat. Je ne vois pas. Ou alors elles m'ont été adressées à moi directement. Oui, merci de les lire parce que je n'ai pas accès à ça. Je vais les lire. Avant ça, j'ai une question aussi personnellement là. Si on revient sur l'année écoulée, oui. Je trouve que la façon dont on gère les priorités, ça révèle beaucoup de notre société, c'est-à-dire la façon dont il faut, d'une certaine façon, fabriquer de l'inutile pour financer ce qui nous tient vraiment à cœur et ce qui est vraiment utile dans notre société. Je pense aux hôpitaux, les écoles et tout ça. C'est-à-dire que là, pendant un an, on a été capable on a essayé, ça n'a pas posé aux dirigeants un problème extraordinaire de dire vous arrêtez, tout à coup, on stoppe des choses qui sont essentielles humainement, socialement. Les théâtres sont fermés,
Bon, en Belgique, on a de la chance, les librairies ont réouvert, mais ce n'est pas le cas partout. Mais les lieux de spectacle, les lieux où on fait du sport, les gymnases, les lieux de socialisation et tout ça, tout à coup, ça, on peut le mettre à 0%. On peut ne plus rien faire de tout ça, alors que je trouve que c'est essentiel. À côté de ça, pour que quelque chose qui ne fonctionne pas, pour que cette société continue à tourner, on va tout mettre en œuvre pour que les gens puissent continuer à travailler, même si c'est pour aller fabriquer des choses qui nous sont complètement inutiles, voire qui soient, qui soient néfastes pour l'environnement, pour l'humain. On a assez d'exemples. Donc voilà, donc ça c'est je trouve que ça met en lumière cette société, un modèle économique lui-même fait qu'il est indispensable de continuer à fabriquer des gadgets qui vont polluer, qui vont pourrir notre environnement pour continuer à maintenir ouverts des lieux, des lieux importants, comme pour faire tourner des choses importantes. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on ne perd pas de ça de vue quand on travaille, comme tu le fais, avec une lorgnette, on doit aller toujours dans le plus petit et vraiment aller dans le détail, dans la technicité, etc. Oui, mais en fait, on va dans le détail, mais on va aussi dans le macro, dans le sens où, effectivement, mais ce que tu soulèves, c'est des questions essentielles. Et puis moi, je sais que, on en avait parlé déjà, Alexandre, mais il y a quelque chose qui m'interpelle énormément, c'est la question du donut economy. Donc, donut economy, c'est une économie c'est une vision différente du développement durable. On ne parle plus forcément de développement, mais on parle de durabilité en tenant compte d'un plancher qui serait des conditions sociales minimum qui soient garanties pour tous, donc qui respectent les objectifs du développement durable, et un plafond qui seraient les limites de l'environnement, les limites de la planète, les seuils que l'on ne veut pas déplacer. Et on se dirait que l'économie devrait respecter ces deux limites-là pour être saine et pour être viable. La question de l'essentialité que tu évoques, c'est une question qui est super délicate parce que ce qui est essentiel pour toi ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre, et ce qui est essentiel pour quelqu'un d'autre est peut-être complètement futile pour toi. Et moi, par exemple, je sais que j'ai un étudiant qui avait commencé à réfléchir à cette question de valeur sociale des produits pour aller réfléchir à comment est-ce qu'on va partager les limites de la planète à l'échelle des produits, parce que si je veux partager les limites de la planète, il faut que je sois capable de me dire quelle est la part des limites de la planète qu'il est acceptable d'utiliser pour mon ordinateur, par exemple. Mais on s'est rendu compte que sur une population d'étudiants, par exemple, le téléphone cellulaire était considéré comme absolument essentiel et c'était impossible et pas envisageable pour eux de s'en passer. Alors que je pense que dans notre génération, c'est peut-être quelque chose qui aurait été plus dans c'est du luxe et du superflu. Donc, la perception de ce qui est essentiel, alors que, toi comme moi, on ne peut pas se passer de concerts, on ne peut pas se passer de livres et de musique. Donc, et je pense que c'est un jugement de valeur que de dire que quelque chose est essentiel ou qu'autre chose est essentielle. Donc, c'est super intéressant comme question, mais c'est super délicat. Je pense que plus que de tenir compte de qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas et qu'est-ce que l'économie doit permettre de produire, la question, c'est d'avoir la bonne information par rapport à quelles sont les limites dans lesquelles on doit fonctionner et ce que l'on ne doit pas dépasser, d'une part. Et puis, un autre point, je pense, de réponse à ta question, c'est la question des externalités qui a été abordée tout à l'heure. Je pense que si on commençait à internaliser les externalités, beaucoup de choses, beaucoup de biais actuels de l'économie seraient automatiquement, se résoudraient automatiquement parce que l'exploitation humaine aurait un coût la plupart de nos gadgets qui ne coûtent rien parce qu'il y a quelqu'un qui se fait exploiter dans le cycle de vie de nos produits. La plupart des produits qui ont énormément d'impact environnemental pour rien, si on devait payer pour cet impact environnemental, probablement qu'on arrêterait de consommer tout ça. Donc, je pense que cette question de comment est-ce qu'on peut internaliser les externalités, c'est un élément clé aussi dans la réponse. Les Japonais commencent à réfléchir à ça, à comment est-ce qu'on pourrait, à la lumière de l'analyse de cycle de vie, aller avoir un coût. On commence à le faire déjà avec tous les marchés, les taxes carbone et compagnie, mais
toute la question par rapport à cette internalisation des externalités, c'est aussi la question il y a énormément de choses que l'on peut se permettre actuellement parce que ça ne coûte pas cher. Tout va coûter plus cher si on commence à internaliser les externalités. Et tout ça, ça va faire en sorte qu'on va laisser beaucoup de gens aussi sur le bord du chemin qui ne seront plus en mesure de se payer la base, parce que la base aussi a des externalités. Donc, comment est-ce qu'on reste équitable et comment est-ce qu'on reste inclusif tout en... Enfin, c'est ça, c'est une espèce de roue infernale dans laquelle on est prise. Et puis, comment est-ce qu'on commence à en sortir sans affecter encore plus ceux qui sont déjà les plus faibles dans notre société. Ah, je vois qu'il y a une question de Eric. Oui, c'est ce que j'allais dire, Cécile. Pour réduire la pollution des centres de données, vous avez fait une proposition de les installer dans des lieux proches des lieux de production d'énergie verte possible. L'État devrait-il être le régulateur? Avez-vous des exemples de législation allant dans ce sens? Je n'ai pas d'exemple de régulation allant dans ce sens, mais c'est certain que c'est une question que certains gouvernements se posent. J'ai vu l'autre jour une présentation du gouvernement du Québec, justement, qui, en mesure d'exemplarité de l'État, a ses propres centres de données qui sont justement dans des régions dans lesquelles soit l'énergie est verte, soit les centres de données vont être approvisionnés en énergie verte. Donc, je pense qu'effectivement, quelque part, plus que d'avoir une législation, avoir une question de traçabilité des données qui soit imposée par la loi. Moi, la question de la traçabilité, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Si on veut être capable d'avoir l'empreinte de ce que l'on utilise, il faut être capable de savoir d'où ça vient. Et les données, c'est un exemple où on ne sait absolument pas la plupart du temps où nos données sont gérées et par qui, avec quelle énergie, et où c'est ce qui domine l'impact environnemental de ce que l'on est en train de faire. Donc, encore une fois, moi, je n'ai pas accès à l'information de savoir par où Zoom va faire circuler mes données en ce moment pour pouvoir échanger avec vous. Et je ne suis pas capable du tout de savoir quelle est l'empreinte environnementale, malgré toute ma connaissance en analyse de cycle de vie, de la conférence qu'on a en ce moment, parce que je n'ai pas cette information. Peut-être que ça passe par un serveur au Québec qui a une empreinte relativement moindre. Peut-être que ça passe par un serveur en Chine qui a une empreinte environnementale astronomique. Ça, c'est une information qu'on n'a pas. Et la question de la traçabilité est essentielle, mais c'est un défi technique aussi de savoir où sont les données. Donc, oui, je pense, pour revenir à la question d'Éric, je pense qu'il devrait y avoir une certaine régulation, pas forcément sur la façon dont on fait les choses, mais au moins sur l'information à propos de la façon dont sont faites les choses pour qu'il y ait une reddition de compte par rapport à tout ça. Merci Cécile. Alors je te lis là, une question qui était de Vincent Denis. Oh, c'est une question double et puis qui commence par des félicitations. Félicitations pour votre travail. Pourriez-vous me dire quelles étaient vos ressources financières et humaines à votre disposition pour réaliser cette recherche? Et que pensez-vous du coût-bénéfice de la 5G et de effet rebond entre parenthèses? Donc oui, je pense que tu peux nous parler un peu de l'effet rebond. Oui, tout à fait. Pour revenir sur la question du financement pour le projet de la boussole, donc, sur lequel je suis en train de travailler, c'est une fondation qui nous a financé. Donc, c'est un don qu'on a reçu pour faire ce petit projet-là, qui est un début d'un grand projet. Puis, on est en recherche de financement. Je suis en train de monter une chaire de recherche sur la consommation durable. Le premier financement que j'ai obtenu, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un financement de la Commission européenne, le financement H2020, qui est arrimé avec un financement du gouvernement du Canada, le FNFR, et du ministère de l'économie et de l'innovation au Québec. Donc, c'est des financements gouvernementaux qui vont permettre de financer ce projet sur la citoyenneté énergétique, dans lequel la boussole durable va pouvoir être en partie réalisée. Mais si vous avez des idées de gens qui cherchent à financer la recherche dans ce domaine-là, je suis justement en train de chercher à financer la suite de ce projet-là. Et puis pour revenir sur la question de l'effet rebond, c'est une super belle question, et puis ça me permet de parler de quelque chose dont j'aurais voulu vous parler et que je n'avais pas eu l'opportunité d'inclure dans la présentation pour rester dans les temps. Mais c'est certain que l'effet rebond, c'est quelque chose qui est très très important à prendre en compte quand on parle du numérique. C'est-à-dire qu'on voit que les appareils sont de plus en plus efficaces énergétiquement. On voit que individuellement, un téléphone, un ordinateur consomme de moins en moins. Par contre, on voit se multiplier les appareils, on voit se multiplier la
la diffusion de ces appareils numériques dans la société, et on voit que globalement, l'impact du numérique ne fait que augmenter. Il y a toujours un effet rebond, c'est-à-dire que oui, on va être de plus en plus efficace, et parce qu'on est de plus en plus efficace, on en consomme de plus en plus. Et c'est ce qui se cache derrière les courbes que je vous ai présentées, qui sont des exponentielles. C'est-à-dire que, et ça revient à l'importance de la durabilité absolue par rapport à la durabilité relative. C'est-à-dire que quand je fais de l'analyse de cycle de vie, je suis capable de dire « Ah, cet ordinateur-là a moins d'impact que cet ordinateur-ci si je regarde son cycle de vie. Donc, il est plus performant, il est environnementalement préférable, et ainsi de suite. » Mais si on regarde les limites de la planète, les seuils à ne pas dépasser, ça ne me dit pas si ça reste quelque chose d'acceptable de posséder un ordinateur, même si c'est l'ordinateur le plus durable qui soit. Donc, on a des seuils à ne pas dépasser et on est en train d'avoir une société qui surconsomme et qui surconsomme de plus en plus. Donc, même si chaque appareil, chaque produit individuellement a de moins en moins d'impact, cet effet rebond de consommer de plus en plus parce que ça coûte moins cher, parce que c'est plus efficace, parce que ça consomme moins d'énergie, fait en sorte que globalement, on a notre empreinte environnementale qui n'arrête pas d'augmenter. Je ne sais pas si ça répond à la question. Non, je crois que ça répond bien. Est-ce que tu as un petit peu des réponses? C'est une autre question là qui demande, est-ce qu'avec cette exponentielle qu'on a du nombre de données qui sont stockées et de la circulation sur Internet, il y a une limite quand même qui est les limites que tu dis, le seuil à ne pas dépasser, après quoi on va manquer de matières premières, on va manquer voilà. Est-ce que tu as un peu des données pour nous dire, dans 30 ans, de toute façon, on ne peut pas continuer comme ça, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, je ne sais pas. Ben, en réalité, on vit déjà à crédit. On a déjà dépassé les seuils les limites de la planète. Il y a les fameuses études sur les limites planétaires de Rockström qui nous disent, en tant qu'humanité, on a dépassé déjà certains seuils, notamment ceux du changement climatique, ceux des nutriments qu'on est en train de surutiliser. Mais si on prend le cas du changement climatique, ben, le GIEC, le regroupement international sur le climat, nous dit que selon les scénarios, on est quelque part entre 1 et 3 tonnes de CO2 équivalent par an comme budget acceptable si on veut arriver à ne pas dépasser le fameux 1,5 degré ou 2 degrés qui est ce seuil au-delà duquel on a des effets irréversibles. Donc ça, c'est... Si des gens sont intéressés, je vous invite vraiment à aller lire la thèse de Anders Bjorn, qui est actuellement en train de faire son post-doctorat au CIREC. Je vais mettre son nom dans le... Parce que donc, il a fait une thèse à DTU au Danemark. Et qui a fait sa thèse s'appelle Better but good enough. Donc, c'est mieux, mais est-ce que c'est suffisant? Et lui, il travaille vraiment sur la question des limites planétaires et des seuils, justement, à ne pas dépasser, de la durabilité absolue. Et il essaye d'intégrer ça en analyse de cycle de vie. Donc, il a, dans sa thèse, il y a des seuils justement à ne pas dépasser. Il y a ces limites planétaires qui ont été rapportées pour chaque catégorie d'impact, donc pour le changement climatique, pour la toxicité, il a établi ces limites-là en disant, bon ben voilà, on a ces seuils-là à ne pas dépasser. Et le grand défi ensuite, c'est une fois qu'on a établi ces seuils-là en tant qu'humanité, ben, comment est-ce qu'on fait ensuite pour aller le rapporter par personne, par produit, par entreprise? Comment est-ce qu'on va dire que la part de ces limites planétaires qu'il est acceptable de dépenser pour une maison, pour une voiture, pour un ordinateur? C'est tout un défi. Donc, il y a toute une question après de comment est-ce qu'on va partager les limites planétaires, ou c'est une question de... Il y a différents principes qui sont proposés, qui sont tous aussi discutables les uns que les autres. Est-ce que c'est par rapport, est-ce que chaque personne a droit à sa part des limites de la planète? Est-ce que parce que moi je vis au Québec, j'ai droit un peu plus que vous parce qu'il faut que je me chauffe? Est-ce que parce que je suis dans un pays développé, j'ai déjà dépensé plus que mon budget, je devrais laisser la place à ceux qui sont dans des pays en voie de développement qui ont beaucoup moins pollué avant que moi? Est-ce que on prend l'historique et puis on fait juste une décroissance de l'ensemble de notre consommation en restant proportionnel? Donc, après, on arrive à des questions qui sont super discutables et passionnantes d'un point de vue éthique, mais de savoir, une fois qu'on a établi ces budgets-là, comment est-ce qu'on les utilise? Moi, la façon dont j'utilise ces limites planétaires, c'est plus pour l'information. C'est plus pour dire,
Je peux calculer un budget environnemental par personne en disant si tous les habitants de la planète consommaient comme moi, combien faudrait-il de planètes? Mais c'est plus une question de mise en perspective et d'avoir une référence que l'on comprend. Mais c'est des questions qui sont passionnantes. Mais, je regarde s'il y a... Non, il n'y avait pas une autre question, je crois. Alors peut-être qu'on va pouvoir conclure, à moins qu'il y ait une autre question. On a le temps de prendre une dernière question. Un immense merci et bravo. Merci à vous tous. Voilà. Alors, en forme de conclusion, si on a 2 minutes, Cécile, je voudrais donc te lancer ce défi. Est-ce que tu aurais une note positive sur laquelle terminer? Parce que moi, quand j'écoute tout ça, en fait, on se sent quand même un petit peu dépassé, débordé par l'ampleur du défi. On se dit, si je fais un effort ici, je ne vais pas prendre l'avion. De toute façon, ce carburant sera utilisé pour faire voler un avion de guerre. Enfin, j'en sais rien. Il y aura un effet rebond. Donc, ce que je ne fais pas moi, quelqu'un d'autre l'utilisera encore plus mal. De toute façon, je n'ai aucune prise sur... parce que démocratiquement, sur quels sont vraiment les besoins, les envies qui doivent être gérés en priorité. Voilà, quand je réfléchis à ces questions, je me sens un peu submergé. Donc, je ne sais pas si tu pourrais nous redonner un petit peu d'air et finir sur une note positive. Oui, mais moi, j'avoue que je suis toujours une indécrottable optimiste. Moi, je pense que je fais confiance en la sagesse humaine. Là on a un bel exemple du fait qu'on est capable de s'arrêter. Et on a une opportunité du fait de s'être arrêté de repartir sur des meilleures bases. Je pense que maintenant, on ne peut plus nous dire « Ah, mais c'est impossible d'arrêter l'économie. Ah, mais c'est impossible de s'arrêter pour… » Parce que c'est souvent l'argument, c'est vous êtes des irréalistes, vous les écologistes, à penser que l'on peut arrêter comme ça l'économie, que l'on peut freiner, la machine est lancée, va trop vite, etc. Mais là, on a démontré qu'on est quand même capable de freiner relativement rapidement et de… là, ça fait peut-être que les priorités, je suis d'accord avec toi, Alex, ne sont pas forcément les meilleures qui ont été choisies. Mais on ne peut plus nous dire que ce n'est pas possible de s'arrêter. C'est possible de s'arrêter, c'est possible de revoir nos modes de consommation, c'est possible de revoir nos manières de vivre. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont pris goût au télétravail. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont pris goût au fait d'être dans leur jardin, d'être avec leurs enfants. Je veux dire, je pense qu'on a eu l'opportunité aussi de ralentir un petit peu. Et peut-être qu'on a l'opportunité justement de relancer aussi de façon plus durable. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aussi, le fait de repartir avec des bases plus saines. Je pense que l'information, c'est la clé. Je pense que le fait d'être capable de donner à tout le monde l'information et de donner à tous, de faire confiance aux gens, à l'intelligence des gens par rapport au fait que si je sais quelle est la conséquence de mes achats, quelle est la conséquence de ma consommation, je vais peut-être réfléchir justement avant de prendre l'avion, et puis peut-être que tout le monde ne le fera pas, mais je pense qu'il y a quand même une bonne partie des gens qui vont faire des choix plus responsables, plus raisonnables, s'ils ont une information pertinente sur les conséquences des choix qu'ils font. Je pense qu'on peut aller vers comment dire ça? On peut aller vers des modes de consommation plus sobres, une sobriété, mais vers une sobriété qui est joyeuse. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont très, très désirables dans la façon de consommer en ayant la conscience tranquille et en ayant l'impression de faire le bien. Donc, je pense que le fait d'avoir des modèles positifs aussi par rapport à des modes de consommation et des modes de vie qui sont plus centrés sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment, à mon avis, moi j'ai plein de modèles positifs en tête et puis je pense que c'est possible de changer la société et d'être plus heureux en consommant moins. Ok, voilà. Bon, on finit sur cette note positive. Cécile, un grand merci. Voilà, je pense que tu nous as donné envie d'en savoir plus et puis d'aller chercher aussi par nous-mêmes plein d'informations et de nous informer pour… voilà, je vois qu'il y a plein de super merci qui arrivent dans les chats. Donc, voilà, merci un grand merci pour la belle discussion.
Et puis, à une autre fois. Merci, Cécile. Merci. Au revoir.